Hello, bonjour à toutes et à tous. Formule consacrée pour ce numéro 17 de Lignes ouvertes. Ouais, c'est déjà le 17 numéro, on est en direct. Vous êtes avec nous, on participe. Je le répète, c'est de la télévision interactive. Ce programme, on le fait tous ensemble. Et on le fait avec tous ceux qui sont déjà connectés. Élodie, JM, Véronique et Daniel, Christelle, Abel, Françoise, Kat, Nathalie, Alexis, Thierry, Elliot, Gilles et tous les autres. Ça commence maintenant. Ça y va. Sylvain, c'est impressionnant. Avec, allez messieurs, je vais vous flatter, les stars de l'info. Avec une gentil, belle ça. chemise comme ça. Merci. Anthony Quindroy, de Merci, Paris, journaliste Sylvain, à Paris-Normandie. Salut Anthony, Et bonjour Thomas Dubois, qu'on ne présente plus. J'ai tendance à penser que mes chemises sont pas mal quand même. C'est moins lumineux que Ouais, la ouais, chemise d'Anthony aujourd'hui. C'est sûr. Bon, moi On je est suis toujours entre la les deux. couverture à Voilà, lui. c'est un petit peu rosé, c'est entre les deux. Alors, un programme qu'on essaie d'être toujours varié, qu'on essaie d'être complet. On essaie aussi de vous donner un max d'infos. Thomas, il est content parce que vers la fin de l'émission, il y aura de la musique. Donc, je suis content tout le temps. Moi. Content Je suis tout le content temps. d'être là déjà. Génial. Donc, on a dans ce numéro, rapidement, avant de passer à l'actu du jour, nous avons Bernard Pivot, dans 10 minutes, Bernard Pivot, qui va nous dire comment il vit son confinement, puis peut-être qu'il aura aussi des conseils à nous donner. Un salarié d'entreprise agroalimentaire laitière a accepté de témoigner, on le retrouvera tout à l'heure, restez bien avec nous. Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil, on va de territoire en territoire, vous le savez, dans Lignes ouvertes. Et puis un patron humaniste, oui, ça existe, vous verrez ce qu'il nous propose. Pour l'instant, c'est la une de Paris-Normandie, la course contre la montre, et Thomas Dubois nous en dit plus, et je précise d'ailleurs qu'on essaie de développer le service que l'on vous doit, puisque hier une question nous a été posée sur l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, s'agissant des personnes en curatelle. On n'avait pas la réponse. Eh bien, Anthony Quindroy a contacté l'UDAF et on aura le directeur général Tout à fait. de l'UDAF tout à l'heure pour répondre à votre question. Voilà, posez-nous vos questions et on essaie d'y répondre au maximum. Thomas Dubois, cette une. On a décidé d'angler la une et les premières pages du journal sur ce sujet qui n'était pas forcément le plus saillant dans l'actualité hier, mais qui nous a paru important à mettre en valeur. Ces essais cliniques qui ont débuté sur le transfert de plasma, donc le transfert de plasma de patients qui sont sortis, qui sont guéris, qui ont été guéris du coronavirus, et le transfert à des patients malades pour peut-être, alors je résume grossièrement, je suis pas un spécialiste, mais leur transférer les anticorps, en tout cas. On l'espère, un remède qui leur permettra d'aller mieux. Donc ces tests ont débuté, ils ont commencé aussi dans d'autres pays, ils commencent aussi en France, et ils sont porteurs d'espoir, et voilà, on avait envie de miser sur l'espoir aussi aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs, on parle d'espoir, on parle beaucoup de la chloroquine depuis le début, on voit que c'est pas la seule piste qui est étudiée, effectivement avec le sujet que Thomas a fait aujourd'hui, il y a cette piste du plasma, les anticorps, il y a aussi d'autres solutions qui sont abordées et qui sont en phase de test, et ils sont en train de voir pour les effets sur le long terme. Il y a aussi les effets secondaires qui doivent être analysés. Donc voilà, il y a des pistes de travail, c'est encourageant pour la suite. Et peut-être que c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois ici sur ce plateau. Oui, peut-être qu'Emmanuel Macron en parlera. On l'a mis aussi dans nos pages ce matin. Allez, les pages, d'ailleurs, on les détaille, Thomas. Il est pressenti, alors selon Europe 1, mais c'est une info aussi qui a été évoquée par Le Parisien, il est pressenti demain soir pour une allocution télévisée. Alors ça reste encore à confirmer, je ne sais pas encore s'il y a eu une confirmation officielle, mais peut-être qu'il reviendra, et peut-être qu'il va parler aussi d'un éventuel prolongement du confinement. Ça, pareil. Alors, que trouve-t-on, Thomas et Anthony, dans les pages de ce Paris-Normandie que j'appelle toujours le dossier? Oui, chaque jour, on a le dossier du jour. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui au sommaire? Plus qu'un dossier, donc on a effectivement ces pages dont parlait Thomas sur les tests sur le plasma. On a également un sujet sur le personnel soignant qui est parti donner un coup de main dans les établissements parisiens. Avec, on sait que ce personnel parisien est bien plus débordé encore que le personnel normand qui est déjà au taquet. Donc voilà, c'est un des sujets qu'on aborde. Et puis le témoignage qui a été recueilli par Jérémy Chatet sur cette histoire qui essaie de retracer l'histoire de ce couple emporté par le Covid-19 malheureusement. Les deux personnes du couple ont été emportées. Et surtout la difficulté pour les proches de faire
correctement leur deuil au regard des circonstances qui pèsent sur l'organisation des funérailles, etc. Un beau Voilà, portrait, Frédéric Borghino, qui est notre portrait. spécialiste web, qu'on va voir juste après, va nous en parler. Un beau portrait, effectivement. On a choisi aussi d'aborder la solidarité avec le travail de la Croix-Rouge qui continue auprès des plus démunis, et également un problème de société avec les auto-écoles qui sont actuellement fermées, évidemment. Donc ça pose pas mal de problèmes pour les personnes qui étaient en train de passer leur permis. Donc on s'est penché sur cette question avec des auto-écoles de toute la région. Ça fait partie des multiples problèmes qui peuvent se poser, et notamment sur le domaine économique, et ça on y revient quotidiennement. Je ne sais pas si Marc, on l'aura au téléphone aujourd'hui, mais pour évoquer aussi toutes les problématiques économiques. Demain, on aura Marc demain. Brown demain. Eh ben, vivement demain alors. Le Steve McQueen de Paris. Steve McQueen. Voilà, Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Les festivals, on en parlait déjà l'autre jour. L'Archéo Jazz qui est annulé malheureusement, et le 106 qui a annoncé aussi hier, qui a confirmé l'annulation du Festival Roche. Malheureusement, il risque d'y en avoir beaucoup d'autres. Et une petite parenthèse insolite quand même, avec le portrait d'un photographe dans l'Eure, à Évreux, qui fait des photos humoristiques sur le thème du confinement et du port du masque. Voilà, donc c'est un portrait réalisé par Catherine Roll, journaliste. C'est page combien ? C'est en page 14. Voilà. Folio page 14. 14, je cherche. Oui, effectivement, parce qu'on ne les avait pas là à l'image, mais c'était pour montrer à tous nos amis ces photos dont vous parliez, Anthony, ces photos de cet artiste. Tout à fait. On voit que, voilà. la situation fait marcher l'imagination des artistes en ce moment. Absolument. Et c'est l'occasion de rappeler le tuto pour fabriquer son masque sur la page Facebook de Paris Normandie. Mais quel talent! Impeccable. Vous voulez nous communiquer des initiatives, des idées, vous voulez tout simplement participer, vous voulez échanger avec nous et nous apporter des informations que vous avez à votre niveau, et bien, quelles qu'elles soient d'ailleurs, elles peuvent être sérieuses, elles peuvent être ludiques, ça peut être aussi de la dérision. N'hésitez pas, regardez, ça s'affiche sur l'écran, vous nous contactez par mail, vous nous contactez par téléphone, et puis eh bien, on peut vous intégrer ici sur le plateau par les voies magiques là, qui nous tombent du plafond. Vous souhaitez vous abonner, Anthony, vous voulez J'ai dire juste un petit clin d'œil à faire, puisque je vois dans le journal l'apéro virtuel d'Olivier Cassio, un confrère qui a fêté son anniversaire hier. Donc voilà, donc déjà on lui souhaite un bon anniversaire s'il nous regarde. Et puis un petit message pour peut-être Dorothée Brimont, qui est une habituée aussi du plateau et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà. Dorothée Brimont, que vous voyez de temps en temps sur notre plateau, est en vacances cette semaine, et on la retrouve la semaine prochaine, tout à fait certainement. Pour vous abonner, disais-je, regardez, sur la une de la page d'accueil du site parisnormandie.fr, eh bien, vous allez en haut à droite, il y a ce petit rectangle jaune sur lequel on clique, et ça vous amène tout simplement aux différentes formules d'abonnement. Inscrivez-vous, abonnez-vous, on a besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, du moins on l'espère. On essaie de vous donner régionalement les infos les plus fiables, les plus variées, les plus proches de vous tout simplement. Voilà, on est proches ensemble et ça c'est formidable. On a Frédéric Borghino en ligne. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. On m'a dit qu'on avait Frédéric Borghino et ça devrait être vrai, ça va venir. Frédéric Borghino, on le retrouve régulièrement, tous les 2 jours. C'est l'un des spécialistes du web de Paris Normandie, et puis il ausculte à la fois tout ce qui se dit sur le web, mais aussi tout ce que Paris Normandie communique. Puisque je vous le rappelle, Paris Normandie, c'est 3 canaux d'information. C'est le journal papier, on le montre suffisamment ici et on a plaisir à le faire. C'est aussi toutes les informations sur le web. Il y a une grosse cellule web dirigée par Amandine Briand. Et puis, il y a également la télé ici avec vous. Frédéric, vous êtes par Skype et c'est une nouveauté aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Normalement, vous me voyez, j'ai l'impression. Alors voilà, on vous voit arriver sur le retour du studio. Salut Frédéric. Ça nous fait plaisir de mettre un visage sur ce nom. Bah oui, bon, je vous avoue que moi je préférais ma photo d'il y a 10 ans avec 10 000 filtres dessus. Mais bah... Non mais vous êtes beau Frédéric là. C'est très mignon chez vous. C'est très mignon chez vous. Merci beaucoup. Donc vous êtes chez vous là Frédéric. Chez moi. Tout à fait, ouais. Je suis à mon bureau. J'essaye de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Il faudra faire un peu de rangement Frédéric quand même. On peut aller dans le séjour, on peut aller dans la cuisine, on voudrait voir un peu. Non, on va éviter. Alors Frédéric, la chronique Les Échos du Web, on vous écoute. Bah alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. L'article qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, c'est ce témoignage de la famille de Jack et Ginette, qui sont originaires d'Évreux, qui sont tous les deux décédés
quelques jours d'écart du coronavirus. Un portrait écrit par Jérémy Chattet de la cellule web, un beau récit intéressant en ces temps où le confinement voilà, il y a du laisser-aller parfois chez certains citoyens avec les beaux jours qui arrivent. Il est important de rappeler voilà, ce genre d'histoire. Je vous invite vraiment à le lire sur Paris Normandie. C'est un article qui est payant, mais actuellement, voilà, on a une offre spéciale, c'est 35 centimes pour un mois quasiment. C'est vraiment pas cher. Abonnez-vous et lisez ce magnifique portrait de Jérémy Chattet. Frédéric, je me permets là, de m'immiscer dans votre chronique pour nous dire à tous et reprendre ce que nous dit une internaute. Elle s'appelle Marie-Lise. Et bonne idée d'ailleurs, on n'en a pas parlé encore. Elle dit, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des masques transparents pour voir le sourire des gens? Pas bête. Ça existe. J'ai vu ça sur Internet, justement, aux États-Unis, il me semble que une entreprise qui a créé ça. Donc tout le tour est un tissu et vraiment au niveau de la bouche, il y a du plastique transparent pour laisser entrevoir les sourires. Pour ceux qui ont envie de sourire. Alors quoi d'autre, Frédéric Borguignon? Alors quoi d'autre? Toujours notre grand format qui offre aujourd'hui un second volet avec les Normands d'ailleurs, avec je crois des Normands de Guadeloupe et d'Espagne. Qui sont actuellement en Espagne où la situation, oui voilà, Guyane et Espagne où la situation est terrible, donc qui nous raconte un petit peu comment ça se passe, et puis du sport toujours sur Paris Normandie avec un quiz assez amusant pour les amateurs de football, pour savoir si vous connaissez bien le hack du Havre. Donc c'est un quiz qui vous demande de trouver les 30 derniers entraîneurs de 1962 à 2019. On a 10 minutes pour faire ça. C'est pour vous, ça, Sylvain. Ouais, j'ai eu 3 sur 30, je crois. Donc, non, vous l'avez fait déjà? Oui, je fais tout, Frédéric. Oui, alors une autre internaute, tiens, j'en profite aussi, là, qu'il y a un petit silence. Une internaute nous dit il existe bien sûr aussi des visières transparentes. Il y a certains commerçants, effectivement, qui ont cette bande de fixation ici au front et puis une visière plastique qui descend devant. Tout à fait. Et puis le sourire passe par le regard aussi. Donc. Alors Frédéric. Oui, alors pour moi c'est terminé et je vais teaser un petit peu mon intervention de demain. Ouais. Je vais essayer d'être en direct. Normalement c'est bon, mais d'un lieu hyper stratégique en Seine-Maritime concernant la lutte contre le coronavirus. Ça se passe dans les airs, je vous en dis pas plus et puis je vous donne rendez-vous demain. Eh bien écoutez, super, et puis on a grand plaisir à vous voir, et moi je voudrais remercier Adrien Pulby, notre réalisateur. On avait des soucis avec Skype, et il a bidouillé, il a branché, il a réglé, bref, ça marche, bravo. Bravo Adrien. Voilà. Et puis maintenant, quelques images, à demain Frédéric. À demain. À demain. Quelques images juste avant d'avoir en ligne, on est très heureux de l'avoir, Bernard Pivot, restez bien avec nous. Quelques images sur une famille qui se trouve à Grand-Quevilly et puis qui vit son confinement à sa façon. Elle nous en parle 2 petites minutes et on se retrouve en plateau avec Bernard Pivot. Moi personnellement je suis pas prêt à continuer parce que c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur de ne pas sortir, d'aller voir les amis, les parents. Oui, mais ça ne veut rien dire. Franchement, nous, justement, on peut dire qu'on a un jardin, mais même avec le jardin, c'est très dur. Alors c'est vrai que ceux qui sont en appartement, ça doit être encore plus dur. Mais après, voilà, faut s'occuper avec ce qu'on a. Et moi, je sais que c'est vrai que c'est dur. On essaie. Et puis, comme disait ma femme, on a des enfants qui sont assez voilà, qui bougent. Et puis c'est deux garçons, donc des fois c'est un peu tendu, mais on essaie justement de tout faire pour que ça se passe au mieux. Le confinement m'a appris un peu à relativiser un petit peu sur la situation. Je me dis toujours qu'il y a pire que nous. Ceux qui sont enfermés la journée, les appartements, je pense que ça doit être un petit peu plus compliqué. On doit vite tourner en rond. Et puis, je dirais que ça nous soude, hein, ça nous rapproche aussi. Hein. On est un petit peu, on est un clan, on est tous les 4, donc on se soutient tous les 4 et on essaye du mieux du possible d'expliquer aux enfants un petit peu ce qui se passe en ce moment. Oui, ils comprennent qu'il faut faire attention, que c'est un virus. Un virus, c'est quoi? C'est une maladie, donc ils en ont conscience. Le petit comprend un petit peu moins, donc là, faut faire un peu plus de pédagogie avec lui, lui expliquer. Ils ont compris qu'il fallait plus faire d'embrassades, que c'était en ce moment il fallait inviter, puis que ce serait pour mieux se retrouver après ce confinement.
Moi, ce qui me plaît le plus dans le confinement, c'est parce que je passe plus de temps avec mon père et ma mère. Moi, ce qui m'ennuie vraiment dans le confinement, c'est de ne pas voir mes amis, mes papiers et ma mamie, toute ma famille. Moi, si je suis réveillée, je vais plus à l'école et après, avec papa était au marché. À toutes les familles qui nous regardent, je leur souhaite bon courage et restons soudés jusqu'à la fin de ce confinement. Ne sortez pas, restez à la maison, occupez comme il se doit les enfants et du mieux qu'on peut. Voilà. C'était un extrait de 2 minutes d'un reportage qui en fait 5. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la vie au quotidien de cette famille, eh bien, vous allez tout à l'heure sur pntv.fr et vous verrez ce reportage complet. Pour l'heure, nous sommes avec Bernard Pivot. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, je me permets de vous appeler Bernard parce que, encore une fois, on ne va pas raconter notre vie, mais on a travaillé ensemble il y a un certain nombre d'années, ce qui renforce le plaisir, en tout cas me concernant, de vous avoir et j'espère aussi de tous ceux qui nous écoutent. Comment allez-vous Bernard ? Mais le mieux du monde, mais tout en étant confiné, voilà. Alors, c'est quand même, si je peux me permettre, c'est quand même un peu le comble, parce que quand même, on le sait, vous avez pris un certain champ, une certaine distance avec un certain nombre d'activités, justement, pour vous mettre à vivre un peu comme vous aviez envie de le faire, et pas être contraint avec cette activité qui a été, cette suractivité qui a été la vôtre. Et là, vous vous retrouvez à nouveau confiné avec la bibliothèque et les bouquins, finalement. Oui, mais attendez, il faut savoir quand même que les critiques littéraires ou les écrivains, ce sont des gens qui, professionnellement, sont des confinés. Et les gens, regardez le dernier prix Goncourt, Jean-Paul Dubois, il s'est confiné pendant tout le mois de mars de 2019 pour écrire son livre. C'est-à-dire qu'il n'a pas quitté son domicile pendant un mois. Ce sont des confinements professionnels. Et moi, tout en apostrophe, pendant 15 ans et demi, je peux dire que je me suis confiné. Alors, évidemment, pas comme aujourd'hui, mais très souvent, ma seule sortie de mon appartement la semaine, c'était pour aller le vendredi soir faire mon émission dans des studios. Donc, il y a un confinement professionnel qui finalement, je crois, ne dérange pas tellement les écrivains et les critiques littéraires. J'ai pas osé, on ne vous présente plus Bernard Pivot évidemment, mais je n'ai pas osé dans le lancement que j'ai fait lorsque vous étiez en ligne au tout début, je n'ai pas osé rappeler que vous étiez l'homme d'apostrophe. Ça vous énerve ou ça vous plaît toujours qu'on vous parle toujours et encore d'apostrophe ? Oh bah oui, bien sûr. Bah écoutez, les 15 ans et demi d'apostrophe, c'est 15 ans et demi d'un agrément professionnel formidable. Et puis il y a beaucoup de gens qui en ont gardé le souvenir. Les apostrophes sont souvent regardées par les étudiants ou bien tout simplement les gens qui ont une nostalgie d'une certaine télévision de l'époque. Oui. Donc fatalement, je suis très content qu'on me parle d'apostrophe. Bien, ça va de soi. Bernard Pivot, une petite question. J'ai vu récemment sur vos réseaux sociaux que vous aviez un peu adapté votre temps en ce moment, forcément avec le confinement, que ça avait changé quelque chose chez vous, votre façon de lire, votre façon d'appréhender la lecture tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? C'est-à-dire que, vous savez, toute notre vie, les uns et les autres, nous manquons de temps, nous courons toujours après le temps, nous essayons de jamais perdre de temps. Et aujourd'hui que nous sommes confinés, je trouve que le temps n'a plus la même n'a plus à la même vitesse. Et puis surtout, nous apprécions quelque chose qui nous a échappé jusqu'à présent, c'est-à-dire la lenteur. La lenteur, c'est finalement quelque chose d'assez agréable. Se lever lentement, faire lentement sa toilette, petit déjeuner lentement. Et puis, parfois, je me dis, mais est-ce que je lis moins vite qu'avant ? Je prends le temps de revenir en arrière pour relire une page, pour relire une phrase, pour méditer dessus, ou bien pour en avoir une explication très nette. Très très clair. Voilà, donc la lenteur aujourd'hui est un des plaisirs qu'il faut redécouvrir. On pourrait peut-être aussi faire l'éloge de l'ennui, pourquoi pas. Alors Nathalie, sur le web, Bernard, vous écoute avec intérêt, et bien sûr, Nathalie nous demande que lit Bernard Pivot actuellement. Ah ben, je lis d'abord pour le journal du dimanche, puisque je suis toujours chroniqueur au journal du dimanche. Donc, eh bien, écoutez, figurez-vous que je viens de lire un livre qui s'appelle Le bruit de la mer de Franck Maubert, qui est un livre où il raconte pendant 6 mois, il s'est baladé sur les côtes de l'Ouest. C'est-à-dire que du nord jusqu'au Pays Basque, en passant par la Normandie, la Bretagne, etc. Donc c'est un livre de voyage. Et dire un livre de voyage aujourd'hui qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas m'en prendre un vélo, je trouve ça assez excitant. Et donc j'en parlerai dans le journal
dimanche prochain, des journaux du dimanche. Et puis je relis maintenant. Par exemple, je suis en train de relire L'ami retrouvé de Fred Ullmann, avec une préface de Kessler, c'est dans la collection Folio. J'avais envie de relire ce livre qui m'avait beaucoup plu quand je l'ai lu il y a combien, 20 ans, 25 ans, je sais plus, etc. Voilà. Et puis je relis d'autres choses. Je peux prendre par exemple un des 13 volumes de la correspondance de Voltaire et lire comme ça 3 ou 4 lettres de Voltaire qui sont c'est une question que je voulais vous poser justement, Bernard Pivot. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de vous replonger et de redécouvrir finalement les classiques, peut-être qu'on... Oui, à la fois ça permet de ranger sa bibliothèque, le confinement, parce que ma bibliothèque était finalement assez désordonnée, donc ranger la bibliothèque, éliminer des livres qui sont maintenant un peu obsolètes, ranger, classer, etc. Et puis de temps en temps, on prend un livre, on dit tiens, il y a longtemps que j'ai pas lu ce livre-là, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors vous reprenez un Modiano, vous reprenez un Leclésio, un Tournier, ou bien je sais pas, un Hemingway, et puis vous vous asseyez sur la moquette et vous lisez. Alors justement Bernard, on a une internaute là qui nous dit à propos de relecture, elle nous dit moi je relis Umberto Eco et je relis Jules Verne. Bah oui, pourquoi pas. Mais bien sûr, elle a raison. Umberto Eco, c'est très bien. Moi, je l'ai souvent invité à Apostrophe. Malheureusement, je n'ai pas invité Jules Verne. Vous auriez bien aimé. Vous auriez bien aimé, je suis sûr. Ben oui, voilà. Moi, pour tout vous dire, je suis en train de relire Mathias Sandorf. Voilà, il y a longtemps que je n'avais pas lu Mathias Sandorf. Bien, et je m'étonne toujours de la manière dont Jules Verne, finalement, avec 3 fois rien, en fait 2 volumes et qu'on reste passionné de page en page. Ben oui, mais c'est ça, c'est le talent. C'est les grands romanciers. C'est Balzac, c'est Zola, c'est Jules Verne, c'est Flaubert. Ils savent à la fois raconter une histoire, ménager le suspense et puis apporter à notre imagination, à notre mémoire, à nos sens, les nourritures dont elles ont besoin. Bernard Pivot, une petite question. On parle beaucoup de confinement en ce moment. Est-ce que vous auriez un mot un peu plus poétique, un peu plus imagé peut-être pour évoquer la situation? Non, je dirais c'est la solitude médicale. Voilà, il faut être solitaire. Moi, je vis seul là, donc et donc il faut être seul et ne pas s'approcher des autres, puisque on peut être infecté par ceci ou cela. Voilà, bon, c'est ça. Mais le confinement, en même temps, moi je déteste pas ce mot de confinement parce que il est à la fois médical et en même temps il est psychologique et il est pas beau. C'est pas un joli mot. Mais est-ce que la situation que nous vivons actuellement mérite d'un joli mot? Je ne le crois pas. Moi, pas du tout. J'aimerais pas qu'il y ait un mot très poétique pour nous faire oublier les heures désagréables que nous vivons. Justement, Bernard, Mathieu, un internaute qui vous écoute, lui aussi, avec plaisir, demande comment vous voyez l'avenir. L'avenir ? J'en sais rien du tout. Et c'est ça d'ailleurs le drame. Le drame, c'est qu'on n'a pas d'avenir, c'est qu'on n'a pas d'agenda, on n'a pas de calendrier, on ne sait pas ce qui va se passer. Le déconfinement, on ne sait pas trop quand ça va se passer, on n'en sait rien du tout. La reprise du championnat de France de football, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y aura un prix Goncourt l'année prochaine, cette année? On n'en sait rien du tout. Donc c'est une sorte d'incertitude qui est très désagréable pour les gens comme nous qui avons l'habitude d'être un peu trop formatés d'ailleurs, de tomber dans l'excès inverse. Alors simplement ce que j'aimerais beaucoup, c'est que si je monte un petit peu le curseur, c'est que on retrouve, on continue de vivre dans la solidarité, dans l'entraide que nous connaissons actuellement, et que nous ne revenions pas trop vite à la jalousie, à l'égoïsme et à tous ces vilains défauts. Vous lisez beaucoup, Bernard Pivot. Est-ce que vous écrivez aussi en ce moment, justement? Est-ce que vous écrivez, justement Est-ce que ça vous donne de l'inspiration, la situation actuelle? Alors, il se trouve que j'ai fini un livre qui est chez Albin Michel, mais qui paraîtra je ne sais quand, parce que c'est un livre sur la vieillesse. Mais la vieillesse avant le coronavirus. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Je ne sais pas. Et puis, là, actuellement, j'ai quelques idées, mais je tourne mon stylo dans ma tête 7 fois par heure. Et pour finir, et puis vous laisser, Bernard, parce que je sais que vous n'aviez pas beaucoup de temps, est-ce que vous regardez la télé en ce moment?
Oui, plus qu'avant. Oui, plus qu'avant. D'abord parce que je regarde beaucoup des débats sur médicaux. Je regarde évidemment le journal télévisé de France Télévisions. Et puis, ce que je ne fais jamais, d'habitude, je regarde maintenant des films. Dans le cours ordinaire de la vie, je n'ai jamais le temps de regarder de la fiction. Jamais je regarde une série, jamais. Et puis là, maintenant, ça y est, j'ai regardé par exemple La Veuve Coudert, dimanche soir. Avec Alain Delon. Voilà, j'ai été très très content. Et je me dis, peut-être que je devrais prendre le temps, quand le coronavirus aura déguerpi, pour reprendre le temps de regarder de temps en temps une fiction. Eh bien super, écoutez, ça peut être le mot de la fin. Un internaute nous dit « Merci Monsieur Pivot pour vos mots ». Alors je vous retransmets avec plaisir. Et puis vous voyez, je ne vous ai pas embêté avec la dictée de Pivot, hein, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais c'était des grands moments qu'on a vécu ensemble. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Bernard d'être passé par le plateau de Lignes Ouvertes. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, agréable, messieurs, d'avoir celui qui a bercé nos vendredis soirs, en tout cas pour ceux qui ont un certain âge, évidemment, à l'époque d'Apostrophe, sur le service public. J'étais un peu jeune, moi. Vous étiez un peu jeune? Ouais. Vous aussi, Anthony? Un peu jeune aussi, mais j'ai quelques souvenirs. Vous vous souvenez d'Apostrophe? Je me souviens surtout de la dictée. La dictée de Pivot, oui. Toute la France, en famille. Ça s'appelait les championnats d'orthographe, et en fait, c'était fait avec Larousse, en partenariat avec Larousse, diffusé sur France 3, régional, les sélections, et puis la finale nationale sur France 3 nationale. Et puis le Crédit Agricole aussi était sponsor, parce qu'il faut bien de l'argent pour monter des opérations événementielles. Et hop, ça s'est placé. Écoutez, voilà. D'ailleurs, l'opération n'aurait pas pu se faire sans l'un ou l'autre de tous les partenaires. Il faut citer deux autres banques, du coup, pour rentrer dans les quotas. Donc, on va dire Caisse d'épargne et BNP. Voilà. Et bien, pendant ce temps-là, et nous sommes très heureux de changer de style et d'interlocuteur et d'invité, puisque nous avons Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil, en ligne. Bonjour, monsieur Jamet. Bonjour. Bonjour, Marc-Antoine Jamet. Merci d'être en direct sur Lignes Ouvertes. Une petite question, on va dire, un peu clin d'œil pour démarrer. Vous avez fait la une ces derniers jours pour une histoire d'excès de vitesse. Est-ce qu'on peut clarifier rapidement la situation ? La une, heureusement pas, parce que l'essentiel et le fondamental en ce moment n'est pas tout à fait là. Je crois qu'il y a un indicateur de police qui a donné des informations plutôt inexactes à un de vos confrères, qui les a publiées trop rapidement. Oui, sur une autoroute à 130, j'étais à 158. Oui, je vais avoir un retrait très probablement, une amende très probablement. Oui, c'était dimanche et on avait une commande à passer, une commande forte, et on n'arrivait pas à joindre la PHP et on ne pouvait joindre que par mail. J'essayais donc de rejoindre mon bureau de telle manière que je puisse envoyer un mail dans de bonnes conditions. Alors, voilà, justement... Quand tout le monde s'est aperçu que ça... fort heureusement, la police m'a escorté pour aller plus vite, c'est un peu paradoxal. Alors, justement, cette commande, c'était pour les hôpitaux de Paris, c'est ça ? C'était des blouses, et on essayait de commander 150 000 surblouses pour les hôpitaux de Paris, et ce qui m'a un peu... Mais je ne sais pas si on est coupable ou des responsables de ça, et je pense qu'il n'y en aura pas, et c'est tant mieux d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que c'est des aléas. Mais je veux dire, on a raté la commande puisque c'était un jour férié en Chine, et qu'il a fallu expliquer qu'avec 9 heures de décalage, oui, ça pouvait être à 16 heures de l'après-midi qu'on pouvait conclure. Je pense que quand tout le monde s'est aperçu de la bourde qui a été faite, les choses sont entrées dans l'ordre, mais je porte en moi l'idée que par des gens qui n'ont pas compris, je reprends la phrase de Raffarin, hein, comment voulez-vous qu'on demande à des gens de faire des choses exceptionnelles si on leur applique des procédures pénales? Je pense que le Premier ministre a eu raison quand il a dit ça, et voilà, on s'est retrouvé dans cette situation-là, mais je pense qu'on a repris la commande. Hier, on a livré 21 respirateurs. On va en livrer le 15, 140 de plus. En ce moment, on est en train de se battre pour des tests. Marc-Antoine Jamet, c'est l'occasion d'évoquer effectivement ce que fait l'entreprise pour laquelle vous travaillez, LVMH, aujourd'hui, qui a dû réadapter, on va dire, ses activités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus C'est très simple. La première chose, c'est que Bernard Arnault, quand il a vu que Martin Hirsch et la PHP, Martin Hirsch qui est le patron de la PHP, des hôpitaux de Paris, n'avaient plus de gel, m'a dit, est-ce qu'on peut le faire? Et oui, on a transformé des chaînes de Guerlain à Chartres, de Givenchy à Beauvais, de Dior à Saint-Jean-de-Bray pour leur faire fabriquer du gel. Et on est aujourd'hui en situation de livrer 50 tonnes. On a livré, je crois que Bernard Arnault nous a dit de le faire le vendredi, et dès le lundi, on était capable de livrer la PHP, puis la préfecture de police, puis Air France, puis la grande distribution. Ça a été la première chose. Puis ensuite, il a vu qu'il y avait une pénurie de masques. Il nous a donc demandé d'acheter des masques. Et là, on s'est aperçu que si on ne payait pas cash, si on n'allait pas dans les usines, et on a un réseau de 25 000 salariés qui travaillent en Chine et qui nous a beaucoup aidés, on n'aurait rien. Et donc, on a mis immédiatement 6 millions d'euros sur la table pour avoir la première commande. On a consolidé les autres. On a dit que c'est pas l'État qui paierait, qu'on paierait, on verrait après. Et là, il y a ce pont aérien qui a été la troisième étape, chercher des avions.
c'était pas si évident. Et on a des gens remarquables. Moi, je voudrais les citer. C'est une toute petite équipe, mais il y a un garçon qui s'appelle Claude Martinez, qui est notre coordonnateur, un peu notre chef, qui est le patron de Parfums Cosmétiques Dior, qui est remarquable. Il y a un logisticien qui s'appelle Guillaume Méchin, qui trouve des avions quand il n'y en a pas. Il y a un acheteur qui s'appelle Dominique Garnier, qui évite qu'on se fasse avoir, comme je dis trop souvent des choses, des masques moisis ou pas en bon état. Lui, il achète la bonne marchandise et au bon prix. Et derrière, il y a des gens qui se battent. Une équipe très restreinte, mais très commando, qui agit très vite. Et on a des feux verts très rapides. Merci pour. Donc ça, c'est pour LVMH. Vous êtes le maire de Val-de-Reuil aussi. Comment ça se passe dans votre commune déjà, peut-être de manière générale? Comment s'organise la vie aujourd'hui à Val-de-Reuil? Je trouve que le confinement fonctionne bien, comme un peu partout dans des villes jeunes. On a quelques rigolos qui pensent que se regrouper, etc., est une bonne chose. On a fait des choses simples. On a mis des affiches partout. La police municipale sur laquelle je compte, qui est très active en temps normal et qui est très structurée, là évidemment une force colossale par rapport à d'autres communes qui n'en ont pas, puisqu'on fait des contrôles. Quand il faut verbaliser, on verbalise. Tous les parcs, tous les jardins, tous les squares ont été interdits. Tous les bancs ont été neutralisés. On essaie de faire respecter le confinement. Le problème, c'est évidemment, c'est pas tellement les commerces individuels. Je dois saluer par exemple les boulangers de la commune, M. Briot, M. Covin, ils sont 6 au total, qui font des choses assez remarquables. Le danger ou la complexité, si vous voulez, c'est plutôt, bien que là aussi les directions fassent des choses remarquables, c'est les supermarchés, les libres-services, les supérettes, où là, dans les commerces classiques, on a mis des affiches interdisant aux gens de rentrer à plus de 3, 4 ou 5. Chez Auchan, pour ne pas les citer, et qui font des choses remarquables, une fois encore, qui sont très disciplinés, on rentre à 100. Donc à 100, est-ce qu'il n'y a pas un peu un moment, un goulot d'étranglement à l'entrée? Est-ce qu'aux caisses, toujours tout est respecté? Moi, je passe et j'ai vu qu'ils ont pris des agents de sécurité, etc., mais c'est ça qui m'inquiète le plus. Marc-Antoine Jamet, je vous interromps. Le Val-de-Reuil, c'est aussi le centre pénitentiaire. Quelle est la situation là-bas? Il y a eu pas mal de polémiques en France autour des centres pénitentiaires avec l'absence de masques et les risques de propagation. Est-ce que vous avez des informations sur celui qui est dans l'heure? J'ai des informations parce que j'ai la chance d'avoir dans mon conseil municipal des gardiens, un gardien en tout cas, et j'ai la chance également de bien m'entendre avec le directeur de la prison. Val-de-Reuil est un centre de détention, c'est-à-dire que Val-de-Reuil, les détenus sont condamnés définitivement. Ils sont donc à 1 par cellule, ce qui est évidemment une grande différence avec Fleury-Mérogis, Fresnes, où là vous avez un certain nombre de détentions provisoires ou de gens qui ne sont pas encore jugés et qu'on peut donc mettre, comme vous le savez, à 1, 2, 3, 4 par cellule. J'ajoute également que la prison de Val-de-Reuil est faite pour du confinement mais carcérales de longues peines. Vous savez que ce sont des gens qui sont condamnés soit à des très longues peines, soit à des moyennes longues peines. Et donc il y a une organisation qui se fait. Je salue en tout cas le travail des surveillants. Vous avez vu l'incident qu'il y a eu au tout début du confinement. J'ai l'impression que les choses sont plus calmes. C'est un travail très compliqué. Mais ma préoccupation, elle est ailleurs. Hein. On a un centre intergénérationnel qui s'appelle l'Espage, où comme évidemment dans tous ces établissements-là, beaucoup de personnes âgées. Et je dois dire que j'ai 2 points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est que pour un certain nombre de communes, pour Pose, Léry, le Vaudreuil, on accueille, et Val-de-Reuil, les enfants de soignants. Et les enfants de soignants, ça peut être assez large quand on est dans une commune où il y a des industries pharmaceutiques. Et donc j'ai un service jeunesse et des ATSEM auxquels je veux rendre hommage, puisque elle continue de faire ce qu'on ne fait que très rarement en France, c'est-à-dire qu'elle continue d'accueillir des enfants, de les encadrer, de les accueillir le matin, de les encadrer au déjeuner, d'accompagner l'éducation nationale. Et donc elle travaille. Et mon deuxième sujet de préoccupation, c'est les personnes âgées de l'Espage. On a essayé de mettre en œuvre des mesures dures, mais compréhensibles. On a restreint les accès très rapidement. On a une prise de température à chaque fois qu'on rentre. Même si on rentre 5 fois, eh bien, il y a une prise de température. Le personnel est en blouse, charlotte, masque. Et évidemment, on demande aux gens de se laver les mains tout le temps, mais c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées. Des gestes barrières. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Antoine Janet, d'avoir donné ces échos de votre territoire.
Et portez-vous bien. Merci à vous également. Au revoir. On continue en images juste avant. Restez avec nous. Vous allez voir tout à l'heure le témoignage d'un salarié de l'industrie alimentaire laitière qui va nous dire ce qu'il se passe concrètement dans ce secteur. On répondra aussi à un internaute d'hier avec le directeur de l'UDAF, une question à laquelle on n'a pas su répondre. Eh bien, vous allez avoir la réponse. Et puis maintenant, c'est quelques images. Vous allez voir, il y a des gens qui sont finalement assez heureux dans ce confinement. Ce couple, par exemple, qui tous les soirs se met sur sa petite table, sur le perron de sa maison. Elle est retraitée, lui, il est artisan coiffeur et puis il est sans activité. Ils essaient de transformer cette attente en une espèce de bonheur simple, de petites choses de tous les jours. Regardez-les. On a un petit rituel, voilà. C'est vrai qu'on a pris des habitudes depuis ce confinement. C'est qu'en fin de journée, on fait une partie de jeu. Alors, c'est vraiment une ou plusieurs. C'est quand même assez spectaculaire parce que je n'étais pas du tout joueur. Et ma femme m'a vraiment débauché. Voilà. C'est l'effet du confinement ? C'est l'effet du confinement. Certainement pour moi, le jeu, oui. Ah bah oui. Quelque chose que j'ai découvert, parce que je ne suis pas vraiment fondamentalement un joueur. Donc voilà. En plus, un phénomène aussi super, c'est qu'on entend les petits oiseaux, on entend il y a la végétation autour de nous. On entend des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. On est surpris aussi par les joggers là, qui passent. Là, on n'a jamais vu autant là, devant la maison. C'est quand même assez surprenant. La journée, nous la passons en bricolant énormément. Donc là, en ce moment, je m'attaque aux appuis de fenêtre pour les décaper et en profiter pour les refaire le mieux possible. Et on est des confinés heureux, c'est vrai. On a des voisins charmants avec qui on parle par-dessus le grillage régulièrement. Notre voisine, nos voisins derrière. Donc, ça modifie les relations avec vos voisins ? Nous, on avait de très bons contacts avec nos voisins. Mais par contre, la voisine derrière, qui est professeure de flûte traversière, nous a fait un concert hier avec tous les voisins. Donc, elle a fait un concert de flûte hier dans son jardin. Elle avait prévenu tous les voisins et on a pu... voilà. Donc, ça, effectivement, on découvre aussi d'autres façons de créer des liens avec les voisins. Moi, j'aurais... une pensée pour tous les artisans, pour tous les petites entreprises qui, comme moi, vont être certainement en difficulté dans les prochains jours lors de la reprise. Moi, écoutez, moi je suis artisan coiffeur, j'ai un salon de coiffure, l'improbable salon de Christophe, en plein centre de Rouen. J'ai une très belle équipe, j'ai une très très belle clientèle et je sais que elle me manque, tout le monde me manque. C'est réciproque. J'ai encore eu tout à l'heure une cliente qui est passée là devant la maison, qui m'a fait un petit coucou. Mais voilà, je pense que la reprise va quand même être difficile. Voilà. Alors un coucou, un petit coucou de confinés heureux à tous les internautes qui regardent Lignes ouvertes. Voilà, une façon de vivre ces petits bonheurs simples tous les soirs. Quand il y a un petit rayon de soleil, ils sont sur le perron de leur maison. Voilà, Anne et Christophe, qu'on salue, s'ils nous regardent. Alors là, maintenant, Anthony, on affirme le rôle service de ce rendez-vous Lignes ouvertes tous les jours. Je vous laisse rappeler pourquoi on va avoir l'invité suivant. Oui, on a eu plusieurs questions depuis quelques jours concernant notamment les personnes majeures sous curatelle. Donc voilà, plusieurs personnes qui nous ont interpellés sur les problèmes qu'ils pouvaient avoir pour tirer de l'argent ou pour régler leurs courses. Donc on nous a demandé des informations concernant l'UDAF et on a Monsieur Bill de l'Union départementale des associations familiales en Seine-Maritime qui a accepté d'intervenir sur le plateau. Je crois d'ailleurs qu'on l'a en ligne. On l'a en ligne, absolument. Bonjour Franck Ville. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On va peut-être, si vous voulez, pour tous celles et ceux qui nous regardent, qui sont peut-être pas forcément familières ou familiers de ce terme, la curatelle, peut-être juste rappeler ce que c'est que la curatelle. Alors, la curatelle, c'est une des mesures de protection pour les majeurs. C'est une mesure d'assistance. On est là pour accompagner les personnes qui ont des difficultés liées à l'âge ou à une problématique, un handicap, porteur de handicap psy. C'est une des mesures de protection, ça n'est pas la seule. Il y a des tutelles aussi qui est un système de représentation un peu plus lourd, puisque là on vient carrément représenter la personne. Et donc oui, nos missions, c'est d'accompagner ces personnes dans la gestion. Sauf Monsieur Bill, qu'en ce moment, voilà, vu le contexte sanitaire, vous avez été obligé de fermer, c'est ça, les accueils et de limiter les visites que vous pouvez faire à ces personnes. Comment vous vous organisez, puisque ce sont les personnes qui ont besoin d'attention particulière, comment vous vous organisez au niveau de l'UDAF ?
Exactement. En fait, on a été obligé de fermer parce que nos personnels, la préoccupation première que j'avais, c'était d'assurer la santé de nos salariés, mais il fallait aussi, dans le même temps, continuer à accompagner ces personnes. Donc, on a arrêté les visites à domicile, mais par contre, chaque mandataire qui a en charge à peu près entre 55 et 60 personnes prend contact avec ces personnes chaque semaine au moyen d'une communication téléphonique pour vérifier avec elles que leur environnement puisse garantir leur santé, leur sécurité. Et ça représente combien de personnes en Seine-Maritime ? Alors, en Seine-Maritime, ça représente, on doit être à peu près aux alentours de 10 000 majeurs protégés. En ce qui concerne l'UDAF, on est à un peu plus de 3 000 personnes qu'on accompagne. Et une question qui revient régulièrement de la part de ces personnes, c'est la difficulté pour avoir de l'argent, du cash tout simplement, pour aller faire les courses du quotidien en ce moment. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour ces personnes ? Alors, en ce qui concerne le retrait d'argent, à l'UDAF, la quasi-totalité des personnes sont dotées d'une carte de retrait et de paiement. Pour autant, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas, parce qu'elles n'en ont pas la capacité de se servir d'un distributeur de billets. Donc pour ces personnes-là, en fait, on se plie un peu au fonctionnement des banques et on prend rendez-vous avec les banques pour que les personnes puissent se présenter au guichet et retirer des espèces. Il faut donc se rapprocher de son pour conseiller. l'accès aux liquidités. Après, pour les commerçants, c'est vrai qu'en début de confinement, on a eu quelques difficultés avec des commerçants qui n'acceptaient pas les espèces. À ce que je sais, aujourd'hui, c'est un problème qui reste très à la marge. Et s'il y a des commerçants qui effectivement continuent à ne pas accepter d'espèces, on a pu les appeler et puis trouver des fonctionnements. On a essayé d'être un peu innovant, c'est-à-dire qu'on appelle le commerçant, on voit avec lui, on donne l'identité des personnes qui sont concernées et les commerçants en général acceptent de délivrer de la nourriture et acceptent de nous envoyer une facture qu'on règle. Évidemment. Oui. Et monsieur Bill, on nous demande là parmi les internautes qui vous regardent, et si on ne peut pas se déplacer ? Et si on ne peut pas se déplacer, et dans ce cas-là, on travaille avec le voisinage de la personne protégée, sa famille, avec souvent les CCAS, avec les associations d'aide à domicile qui sont extrêmement présentes sur le terrain et qui font un travail formidable. Et d'ailleurs, à ce sujet, je les remercie parce que nous, comme nous ne sommes pas prioritaires pour avoir des moyens de protection individuelle, effectivement, les mandataires ne se déplacent pas. Mais on a des relais sur le terrain. La solidarité fait que ça fonctionne relativement bien. Parfait. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Franck Bill, d'être intervenu dans Lignes Ouvertes. Et puis nous espérons que la personne qui nous avait interpellés, elle était un peu dépossédée de ses moyens. Elle disait mais comment je peux joindre quelqu'un à l'UDAF ? D'ailleurs, y a-t-il un numéro spécial à communiquer en ces temps de crise ? Ouais, le mieux c'est de nous interpeller via notre boîte mail qui est contact@udaf76.fr. Et les équipes répondent dans la journée, voire le lendemain. Très bien. Merci beaucoup, Franck Bill. J'insiste quand même, mais tout le monde n'est pas équipé pour envoyer un mail ou tout le monde n'a pas la possibilité. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro, un contact direct ? Alors malheureusement non, parce que le standard de l'UDAF s'est fermé lui aussi, compte tenu du confinement, et malheureusement on ne fonctionne que par mail. Ceci, je précise quand même que toutes les personnes qui sont suivies par l'UDAF, au-delà des majeurs protégés, puisqu'on a plein d'autres dispositifs, ont les coordonnées de leurs intervenants et ils peuvent les contacter directement. Mais malheureusement pour le grand public, il n'y a que l'adresse mail. Okay. Merci. Bonne journée, monsieur Bill. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, merci. Donc je rappelle effectivement le contact que monsieur Bill nous a donné, mais vous avez eu raison de réinterpeller monsieur Bill sur peut-être une façon plus directe, mais manifestement qui n'existe pas de contacter. En tout cas, pour celles et ceux qui peuvent contacter l'UDAF par mail, contact@
UDAF, UDAF76.fr. Il faut repréciser quand même qu'il y avait une possibilité de contact téléphonique avec les personnes qui sont suivies. Oui. Voilà, elles sont pas démunies. D'ailleurs, je pense à une chose, c'est que là, on évoquait les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, les personnes qui ont besoin de s'alimenter, faire des courses, se ravitailler, c'est pas toujours qu'elles ne le peuvent pas, c'est que quelquefois, elles respectent tout simplement le confinement au maximum. Et ça nous montre bien qu'actuellement, il y a un secteur d'activité qui est en forte croissance. C'est celui des plateformes, des marketplaces, les places de marché, qui permettent aux commerçants d'envoyer, de livrer par Internet. Et on aura demain, d'ailleurs, le témoignage du patron de la plateforme Olka, O2LCA, Victor Gaubourg, qui nous expliquera que son chiffre d'affaires est en croissance de 1200%. C'est énorme. C'est l'avènement, effectivement, c'est une chance, en quelque sorte, hein, oui. un mal pour un bien, en quelque sorte, que ces entreprises, effectivement, qui sont à la tête de tous ces livreurs, eh bien, évidemment, sont en croissance. On va maintenant partir rencontrer un dirigeant, le PDG de la société Crazylas. Alors, je l'ai dénommé tout à l'heure en lancement un patron humaniste. Je ne sais pas si la terminologie va lui plaire. En tout cas, bonjour Philippe O'Haraud. Oui, bonjour. Bon, ça vous va, j'imagine, pas trop humaniste, c'est pas trop désagréable. Oh, c'est pas désagréable, mais bon, c'est toujours un peu flatteur, mais bon, disons que au-delà de l'humanitaire, il faut aider, quoi. C'est clair qu'on se trouve dans un moment compliqué. Alors expliquez-nous pourquoi je vous décerne ce titre de patron humaniste, très concrètement et sérieusement. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que notre société et l'activité de notre société, c'est de l'impression 3D sous toutes ses formes. Et évidemment, on a été contacté par de nombreuses sociétés, des centres hospitaliers, des EHPAD, des amis proches, enfin, des gens travaillant dans le secteur médical, nous disant on n'a pas de matériel, on n'a pas de stock, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ? Et comme l'activité actuellement est un petit peu au ralenti, il faut être clair, hein, on possède énormément de machines, et bien on a décidé de mettre ces machines-là au service de tous ces gens qui ont besoin à la fois de masques. Et vous en avez réalisé combien jusqu'ici ? Ouh là là, alors là c'est compliqué de vous dire parce qu'on en sort tous les jours, je sais pas, plusieurs centaines, je sais plus. Vous alimentez qui précisément ? Vous alimentez qui précisément là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on alimente, par exemple, ce week-end, j'ai un hôpital qui vient de Melun, qui vient chercher des systèmes d'adaptation pour du respiratoire. Je développe avec un grand groupe français aéronautique, mais je tairai le nom, pour des masques qui soient des masques recyclables, c'est-à-dire restérilisables. On fabrique un peu pour tout le monde, tout pour les EHPAD, c'est distribué un peu partout. Et c'est distribué gratuitement, du coup ? Ah oui, gratuitement, bien entendu. Oui, gratuitement. Ce sont des volumes à la marge ou ça représente quand même des volumes très importants ? Pour vous dire, en fait, ce qui se passe, c'est que notre société, usuellement, est quand même très chargée en prototypes. Ça veut dire que nous avons des stocks de matière. Et bon, on a décidé tout simplement de faire un don. C'est une façon d'aider. Franchement, on ne va pas se faire de l'argent sur la misère du monde. Hein. Et la matière première, elle est sécurisée ? Enfin, l'arrivage est sécurisé ? Vous allez pouvoir continuer votre production ? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai contacté mes fournisseurs en leur demandant de vendre la matière à taux zéro. Certains ont joué le jeu, d'ailleurs, j'y remercie. Et on va continuer à fournir des pièces à qui on a besoin. C'est clair qu'on a tous autour de nous des amis proches qui travaillent pour le médical. Je vois les EHPAD où c'est vraiment une grosse galère, excusez-moi le terme. Voilà, donc si on peut les aider, tant mieux. Et du coup, vos salariés sont revenus travailler ? Comment ça s'est passé ? Exactement. D'accord. Et combien sont-ils ? Pour la petite histoire, quand le Covid est arrivé, j'ai réuni tout le monde et j'aurais dit, voilà, si vous avez peur de venir travailler, n'hésitez pas à rester chez vous. Ça, c'est pas un problème. Et ben tout le monde a répondu présent. Eh ben, bravo. Vous êtes combien alors ? Vous êtes combien à travailler ? Alors nous sommes dans le groupe Crazylas, nous sommes 35 personnes et avec une très bonne équipe, des gens très impliqués, c'est fantastique. Je peux même vous dire que j'en ai un qui est malade, qui nous aide à partir de chez lui, qui a son ordinateur, qui transfère des fichiers. Et vous êtes basé où ? À Marcoussis, dans l'Essonne. On est basé à Marcoussis, on est basé aussi à Sainte-Bazeille, du côté de Marmande, dans le Lot-et-Garonne, et également une entité à Belfort. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Philippe O'Haraud. Et puis merci aussi pour ces images qu'on a vues. Ce sont des images que nous vous avons demandées puisque vous n'en aviez pas et vous avez gentiment accepté d'en faire pour justement illustrer votre passage dans Lignes ouvertes, notre rendez-vous quotidien sur PNTV du lundi au vendredi. Merci encore.
Je vous remercie. Merci, au revoir. Bonne journée, Voilà, merci. on va changer de secteur puisque on va passer de l'impression 3D à l'agroalimentaire. Ah, j'ai du mal à le dire, moi. Agroalimentaire. Agroalimentaire pourtant. laitière. Non, Oui, c'est vous parce qu'il y a appuyez sur laitière le- après. Il y a laitière après. Voilà, avec un salarié qui a accepté de témoigner, nous donner un rendu très concret, très quotidien de son travail, puisqu'il continue à travailler. Voilà, on aurait pu avoir Marc Braun. On peut citer d'ailleurs. l'entreprise ou... Ah, je n'en sais pas plus pour l'instant. Je n'en sais pas plus. Je pense qu'il souhaite rester discret D'accord. sur son entreprise. Vous avez traité des papiers relatifs à l'agroalimentaire dernièrement? Assez peu. Assez peu, dernièrement, oui, assez peu. pour être tout à Marc fait Braun, d'accord. peut-être, qui pourra. Alors, on avait effectivement une en dire un demande peu aussi, plus, j'en profite pour le dire, que Nathalie, qui nous regarde, qui a regardé avec intérêt le sujet qu'on a fait là chez ces différents confinés, dont elle a pu voir qu'ils avaient un petit jardin ou un petit jardinet, elle nous dit ça serait intéressant aussi de nous proposer des reportages de familles confinées en appartement. Alors, c'est un peu plus difficile. On l'a fait aussi, enfin, à titre perso, je l'ai fait. C'est vrai que c'est aussi beaucoup plus délicat. c'est Oui, plus là, délicat, on c'est voit plus- des images de gens qui sont heureux, enfin, voilà, qui vivent le confinement de façon assez détendue. C'est sûr que quand on est dans un appartement à 2, 3 ou 4, C'est plus difficile. C'est plus compliqué. Donc voilà, on pense Voilà. aussi Puis pour les mesures évidemment. de protection sanitaire aussi. Hein. Voilà. Oui, oui. Alors, on a justement en ligne Bastien Piou. Bonjour Bastien Piou. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, donc, je disais que vous aviez accepté de témoigner de votre travail au quotidien aujourd'hui dans une entreprise agroalimentaire. Vous savez, j'y arrive pas. Quoi. Une fois que c'est parti, Agroalimentaire laitière. Agroalimentaire laitière. C'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Hein. C'est la même chose. En tout cas, Bastien Piou, écoutez, on vous laisse commencer, nous dire ce qu'est votre quotidien dans cette entreprise. Je crois que vous ne voulez pas nommer. Si, je peux. C'est une entreprise qui se nomme Novandi. Donc, on fabrique essentiellement des yaourts. Après, le nom de l'entreprise n'est pas connu, mais on D'accord. fait les marques Maminova. Ouais. C'est à Desvilles, c'est bien ça Desvilles, Marom. Comment? C'est à Desvilles-les-Rouen, c'est ça? Oui, mais Oui. moi, je suis sur Chartres, Ah, d'accord. plutôt. D'accord. Ok. Voilà. Alors, Oui, il y a un atelier de production à Desvilles. d'accord. Comment ça se passe aujourd'hui, votre travail? Racontez-nous de manière très concrète. Faites-nous vivre un peu votre métier au quotidien. Alors, tout d'abord, quand on arrive, on prend des désinfectants, on a les ports de masque obligatoires, des prises de température, une prise par jour. Et au-delà d'une certaine température, on nous demande de quitter l'établissement et de se rendre chez notre médecin. Ça vous est déjà arrivé? Non, pas nous, enfin pas moi, mais après... Des gens des équipes avec lesquelles vous travaillez? Des gens de certaines équipes, oui, ont déjà été remerciés, on va dire, pour aller retourner chez eux. Alors, vous êtes dans une après, entreprise qui, en temps normal, l'agroalimentaire, c'est normal, applique des mesures d'hygiène, Oui. mais que vous renforcez évidemment pour l'occasion. Oui, donc là c'est plus drastique, hein. C'est vraiment pas de contact, on limite au maximum le contact avec les autres. Et... Alors chez vous, est-ce qu'il y a eu le choix chez vous? Est-ce que on dit il faut venir bosser, ou bien ceux qui veulent restent chez eux, les autres viennent? Comment ça se passe concrètement? L'agroalimentaire, c'est une filière où on ne peut pas s'arrêter de travailler parce qu'on nourrit la population. Mais après, il y a certaines personnes plus à risque qui ont été dispensées de travailler, on va dire. T'avais plus à risque parce qu'il y avait d'autres des pathologies, ce qu'on appelle les comorbidités. Oui, voilà. Votre activité, elle est réduite en ce moment quand même, malgré tout, ou pas? On remplit notre carnet de commande, donc on livre les magasins. Après, non, on tourne normalement. Non, un effectif réduit. Et vous, effectif suffisant. Et vous, à titre personnel, ça vous fait peur d'aller travailler? Vous avez des craintes? Non, parce que si tout le monde applique les bonnes pratiques, normalement, on n'a aucun risque. D'accord. Enfin, le risque zéro n'existe pas, mais on limite. Bon, en tout cas, vous êtes en forme. Oui, pas de problème. Bon, écoutez, continuez à nous faire des bons yaourts, hein, en fait, c'est ça? Oui. Puisque on l'a souvent dit, hein, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Hein. C'était ça le slogan. Ah non, c'est le lobby du lait, Sylvain. Merci beaucoup, Bastien Piou, de nous avoir gratifié de ce témoignage concret de quelqu'un qui travaille, je vais essayer de bien le dire, dans l'industrie agroalimentaire laitière. Vous voyez, j'ai réussi là. Formidable. Applaudissements. Ah non. Merci beaucoup et bon travail. Sur au les revoir. produits laitiers. Au revoir.
Merci, on va au revoir. terminer. Restez avec nous, là, c'est pas fini. Hein, on continue et on termine en musique avec le musicien de la bande. Le musicien de la bande, c'est Thomas Dubois. C'est le musicien. Ah, mais oui, mais c'est. Je ne suis pas que ça. Non, vous n'êtes pas Sylvain. que ça. Bien, mais c'est tellement important d'être Non, mais musicien. on va accueillir Alain Bertin. Si tous ceux qui nous regardent, qui ont des enfants en bas âge ou un petit peu plus qu'en bas âge, connaissent forcément Lucien et les Arpettes qui cartonnent dès qu'ils donnent des concerts dans la région. Donc derrière Lucien et les Arpettes, c'est une compagnie et c'est Alain Bertin. Comme beaucoup de musiciens aujourd'hui, il joue sur Facebook. Alors, on va peut-être écouter, on va peut-être regarder Alain Bertin chez lui qui joue un peu de guitare et en fait, il joue un morceau sur lequel il invite aujourd'hui les gens à créer avec lui des paroles, mais on va l'écouter tout de suite. Si on prenait tous les coussins du canapé pour faire une cabane, on amène des trucs à manger, du chocolat, des bananes, une piscine, un dinosaure, un toboggan. Toi t'es le papa, moi la maman, on dirait qu'on serait... Alors on a Alain Bertin, je crois, avec nous sur le plateau. Bonjour Alain. Il est là, je suis sûr. Alain oui, Bertin. Il est là. Ouais, Oui, Alain. Ouais, bonjour. Oui. On vient d'entendre un morceau de Lucien et les Arpettes qui aujourd'hui vous invitez les gens vers les réseaux sociaux à recréer des paroles aujourd'hui autour de ce morceau. C'est bien ça, c'est composer ensemble, écrire ensemble pendant cette période de confinement. Oui, voilà, j'ai appelé ça un Corona défi. Les enfants aiment bien avoir des défis. Ils en font souvent avec les maîtresses ou entre eux. Et là, j'ai lancé ce Corona défi, c'est écrire effectivement des paroles autour de la situation et des paroles d'enfants, des témoignages. Alors, comment ça marche concrètement? C'est déjà, il faut aller sur la page Facebook, c'est ça, hein, de Lucien et les Arpettes? Oui, j'ai diffusé via la page Facebook de Lucien, et puis il y a aussi le Corona défi sur la chaîne YouTube de Lucien et les Arpettes. Donc il suffit d'aller sur cette page et il y a une petite vidéo explicative. Et vous avez déjà beaucoup de participation? Oui, il y a de la participation. J'ai sous les yeux j'ai fait un petit brouillon de ce que j'ai récupéré. J'essaie de compiler les témoignages et d'en faire une chanson. Donc, je pense que ça commence à fonctionner. En tout cas, le premier couplet est quasiment écrit. C'est déjà pas mal. Il y en a encore 2 à écrire, mais malheureusement, on a le temps encore puisque le confinement va sans doute durer. Donc ça, c'est une première chanson. Est-ce que vous avez d'autres airs que vous avez envie de mettre en bouche avec les internautes? En fait, l'idée pour moi, je suis comme tout le monde confiné évidemment, et mon métier ne peut pas s'exercer en télétravail. Nous, il faut qu'on ait des gens avec nous en face de nous. Donc évidemment, j'en suis privé. J'essaie de faire autrement pour garder du lien avec le public, et puis aussi pour le lien est le mot le plus important, à travers aussi les ateliers d'action culturelle que j'avais en cours et que je fais avec des instituteurs et des institutrices tout au long de l'année. Et l'idée qui va suivre, c'est déjà on va essayer de finir cette chanson, et puis je vais en créer une vidéo officielle, j'espère bien, dans quelques semaines elle sera finie. Et puis l'autre idée, c'est de continuer à diffuser des chansons des 4 albums de Lucien les Arpettes, de continuer à en diffuser des nouvelles versions en mode acoustique. Alors Alain Bertin, je voudrais taquiner Anthony, parce qu'on se taquine quelquefois entre nous ici. Il vous a demandé si vous aviez d'autres airs pour la mise en bouche. Moi, je voudrais quand même lui faire remarquer qu'un air de musique, ça se met plutôt en oreille. Alain, je crois savoir que vous essayez aussi de lancer une idée de festival. Ça s'est vu ailleurs. Vous aussi, vous aimeriez dans la région réunir d'autres musiciens, d'autres artistes pour essayer de monter un festival en ligne sur Internet à distance, c'est ça? Un téléfestival. Oui, absolument. Comme beaucoup de gens, évidemment, je passe encore plus de temps sur les réseaux parce qu'on est confiné. Et j'ai vu un festival qui s'appelle Je reste à la maison, qui a été monté via la plateforme Facebook. Et je me suis dit que c'était une super bonne idée. Et j'aimerais qu'on puisse monter ça ici, au moins dans l'agglo, ou peut-être même en Haute-Normandie, pourquoi pas.
l'idée serait de faire une sélection large d'artistes, de proposer un programme de passage et de faire des vidéos en live, enfin des lives sur une plateforme, en ligne, puisqu'on ne peut pas être en direct, au moins créer des concerts en ligne. Et évidemment, c'est un gros travail. J'ai commencé à en parler avec des professionnels. En fait, il faut il faut avoir des administrateurs pour les sites, etc. Donc, je peux pas moi tout seul organiser ça, c'est évident, mais si via Paris-Normandie, on transmet le message, ouais. On transmet le message. On transmet le message. S'il y a une salle, un organisme qui puisse créer une programmation et faire un festival en ligne, voilà, ça serait super bien. Merci beaucoup. Pour maintenir du lien. Le message est passé. On en a tous besoin. Merci Alain, beaucoup, merci Alain Bertin. Merci à vous en tout cas. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Et puis alors voilà. On invite peut-être les artistes ou les personnes qui seraient intéressées par cette idée, donc à contacter Alain Bertin, effectivement, sur la page de Facebook de Lucien et les Arpettes. Ouais. Très bien. Messieurs, je suis en train d'essayer, je vous donne un petit scoop maison domestique. À la maison, puisqu'ici on est moitié studio, moitié confiné chez nous, je suis en train de faire une petite chanson. Je suis en train d'enregistrer une petite chanson avec ma femme. Je ne sais pas si je vais arriver au bout, mais si j'arrive au bout, je vous promets, ce sera pour vendredi, parce que vendredi, évidemment, comme on le sait, tout est permis. Bon, mais on verra ça. Oui, c'est la journée des poncifs. C'est la journée. Oui, mais j'aime bien. Vendredi là, la chanson. Voilà, en tout cas, pardon. On sera vendredi là. Oui, ce vendredi-là. On sera là. Super. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Nous serons là demain avec vous à partir de midi, même heure et même studio et même journaliste, même équipe, avec Thomas et avec Anthony. Ciao, ça marche. au revoir. Bonne journée. Au revoir et restez chez vous. À demain et restez chez vous.